Alors, on va parler donc d'intelligence artificielle, ce sujet dont tout le monde parle, qu'on ne maîtrise pas encore très très bien. Vous êtes le tout nouveau chef du département santé et transformation numérique, conseiller médical de la DGOS. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que l'intelligence artificielle est une solution de l'avenir, en tout cas est une des solutions qui pourrait révolutionner le soin? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je vais commencer par une précision. Je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Je suis médecin, je suis chef du département. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la technologie sous-jacente de l'IA. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je n'avais pas la prétention de dire que je m'y connais sur comment marche. Je m'y connais un petit peu, mais je ne suis pas un expert de l'IA. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment l'IA peut essayer de transformer les choses. Et c'est là-dessus que je me concentre. Donc, si vous me posez des questions ultra techniques, je pourrais peut-être essayer de vous donner 2-3 indications. Je ne suis pas sûre de les comprendre en plus, les réponses. Par contre, donc, sur votre question, oui, il y a un potentiel. L'IA peut donner un potentiel. Là, tout à l'heure, on parlait de territoire et comment on s'adapte au mieux. Par exemple, l'IA peut permettre de s'adapter au mieux aux patients avec de la médecine prédictive, peut permettre de s'adapter aux spécificités d'un hôpital, d'un territoire. Donc ça peut nous aider. Il y a clairement un énorme potentiel. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure. La question, c'est quand est-ce que va arriver ce potentiel? Est-ce qu'il est déjà en train d'arriver? C'est dans 3 ans, dans 5 ans? Voilà. Mais ça, c'est une grosse question. Et sinon, de toute façon, si on ne croit pas qu'il y a un potentiel, de toute façon, on va le subir. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas avoir le choix, ça va arriver l'IA. Oui. Il faut faire avec et apprendre à le maîtriser. Je crois qu'il y a un potentiel, et j'ai envie de dire heureusement, parce que de toute façon, ça va arriver. Et c'est déjà en partie là. Mais est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que l'IA pourrait faire pour la santé demain? Alors, normalement, il y a une diapositive que j'ai donnée tout à l'heure. Voilà. Ouais, alors que vous avez là... Elle est complexe, là. Hein. C'est en construction, et d'ailleurs, si j'avais fait relire, j'aurais pas mis un S par une IA, et j'aurais évité d'avoir ma honte. Je précise, je suis dyslexique, et l'IA peut être hyper intéressante pour moi, d'ailleurs, sur ce genre de choses et de relecture. Donc, en fait, on est au niveau du département, là, on vient d'être créé, et on essaye de réaliser avec les différents acteurs donc internes au ministère, les différentes sous-directions, mes collègues qui travaillent sur des sujets thématiques, mais aussi l'extérieur, et ça a été envoyé avec la FHP, donc probablement un certain d'entre vous. On essaie de regarder avec tout le monde quels sont les cas d'usage qu'on commence à voir avec l'IA, ceux qu'on va imaginer à moyen terme, court moyen terme, et ce potentiel à long terme. Le but, c'est de se dire... Là, il y a des usages qui sont hyper intéressants. Ça, il faut qu'on les pousse maintenant, collectivement. Il faut qu'on y travaille, il faut qu'on les développe, parce que l'effet de levier, etc., est énorme. Et qu'on puisse aussi anticiper des usages d'IA ou de métaverse ou autres dans quelques années, en disant ceux-là, s'ils arrivent, on a intérêt à les préparer, à les anticiper un peu, parce que l'impact potentiellement peut être assez costaud. Il faut qu'on ait bien potassé le truc avant. Donc là, c'est le but de cette cartographie, alors qui est en cours de construction, parce qu'on attend un peu le retour de tout le monde, et après, il va falloir qu'on priorise un petit peu aussi les intérêts. Et on voit que ça va toucher un peu partout l'hôpital. Ouais. Aussi bien sur la partie soins, avec l'aide aux professionnels de santé, l'aide aux médecins, la décision, l'aide à la qualité, le complément qu'on voit déjà aujourd'hui, par exemple en anatomopathologie, en radiologie, où l'IA est déjà en fait là au quotidien pour aider à faire des diagnostics de précision, par exemple, sur le choix des traitements pour améliorer les choses. Mais ça ne touche pas que là, ça va toucher ce qu'on a mis dans l'accueil, c'est-à-dire toute la partie flux du patient à l'hôpital, de son entrée jusqu'à sa sortie, sur où est-ce qu'il va aller, comment, quand. Ça va permettre de mieux gérer tout ça. De mieux gérer les flux, savoir... sur le brancardage, à quel moment, quand, etc. Ça peut nous aider sur ce genre de choses. Ça peut aider sur des questions de logistique, de commande, sur des questions de RH. On peut imaginer que dans quelques années, ça pourrait même arriver avant, parce qu'on connaît les flux, les risques épidémiques, parce qu'on suit les épidémies, etc., on peut se dire, bah tiens, l'épidémie de grippe est elle va arriver dans 3 semaines, donc sur mon planning des urgences, c'est dans 3 semaines qu'il faut que je blinde mon planning, et potentiellement que les gens qui bossent aux urgences aujourd'hui peuvent, s'ils doivent poser des jours, plutôt les poser maintenant ou juste après le pic épidémique, et ça peut nous permettre d'adapter les plannings. On rêve un peu en ce moment, mais c'est pas que du rêve, parce que c'est en train d'arriver, il y a déjà des entreprises qui travaillent, il y a déjà surtout des hôpitaux qui testent ce genre de solutions. Donc si je comprends bien, l'IA peut rendre de grands services pour gérer un hôpital, en termes de ressources humaines également. La question cruciale, est-ce qu'elle pourrait remplacer le médecin? Et est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ouais, alors ça c'est une très grande question, et ça ramène à la première chose que je vous ai dit tout à l'heure, de savoir si
qu'on allait de toute façon, entre guillemets, subir l'IA. On a la chance, contrairement à Internet, où on a attendu que ça arrive et on a réagi après. L'IA, ça arrive très vite, mais on peut encore aujourd'hui orienter la façon dont on souhaite que ça se développe. On l'a vu, par exemple, l'Europe aujourd'hui se positionne énormément en disant l'IA dans le monde, c'est comme ça qu'elle doit être, c'est la garantie humaine de David Gruson, voilà. Donc on est en capacité aujourd'hui de dire c'est comme ça qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut absolument que le monde hospitalier, le monde de la ville, les professionnels de santé prennent part à ça, parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on pose les limites et qu'on les pose au niveau français, mais aussi international, pour dire, nous demain, le soin, c'est d'abord de la relation humaine et c'est aussi de l'expertise et l'IA peut se tromper, donc c'est systématiquement un professionnel de santé, médecin, aider de l'IA, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse parce que techniquement, tout ce qui est, ça va faire 2 fois technique, mais tout ce qui est technique pourra demain être remplacé. Oui. Voilà. Ce qui ne pourra jamais être remplacé, c'est la relation, c'est la créativité. Et dans la recherche, dans la médecine, dans les soins, il y a de la créativité. Donc ça ne pourra pas être remplacé, en tout cas pas pour l'instant. Donc, ouais. Il va falloir continuer à mettre la relation humaine au cœur du système en permanence. Mais par contre, ça nous oblige à en fait, faire ce qu'on est censé faire en tant que soignant, c'est-à-dire faire d'abord du soin. Ouais. L'IA prendra le reste. Prendra l'hypertechnique. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que l'IA puisse permettre de résoudre le problème de l'attractivité des métiers ? Oui, je pense que ça va aller dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'un hôpital qui n'a pas d'IA ne sera plus attractif et celui qui dégainera le plus vite deviendra attractif. On le voit aujourd'hui notamment sur la NAPAT. Les hôpitaux qui ont commencé à s'outiller d'outils de lecture rapide, etc. Je vais retrouver mes mots, vont faire venir plus rapidement et plus simplement des médecins qui veulent bosser avec ces technologies. Oui. Ça, on va le voir. Alors, on va avoir de plus en plus de jeunes médecins et ils vont vouloir utiliser. Et les nouvelles générations, là, vous voyez, pour ne pas les citer, 2 très grosses marques de téléphones portables qui sont en train de lancer leur IA. Il y a des pubs actuellement à la télé. Ouais. Les nouvelles générations qui ont aujourd'hui 15-16 ans, demain, il y a des gestes qu'ils feront naturellement. Et s'ils arrivent dans un boulot où on va leur dire, ce fichier Excel, merci de travailler à la main, ils ne sauront même pas faire, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il va falloir de toute façon l'intégrer à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est encore une question d'attractivité parce qu'il y a encore, il y a des gens qui ont commencé, d'autres non, donc ça peut être attractif. Demain, ça sera même pas de l'attractivité, ça sera obligé. C'est ça ou rien. Est-ce que ça pourrait être un levier de démocratie sanitaire ? Alors là encore, je pense que ça peut être dans les 2 sens. En tout cas, là, c'est à titre personnel. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille dessus. L'IA va nous permettre bizarrement, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous le capot, mais ça va permettre aux patients d'avoir beaucoup plus d'informations, d'aller poser des questions, d'avoir des orientations mieux faites, des informations sur sa pathologie, sur ce qu'il doit faire. Ce qu'il fait déjà beaucoup sur Internet et parfois à tort. Mais là, ça va automatiser et aller encore plus loin. Ouais. J'ai mangé ça, j'ai des boutons, ok, c'est parce que ça, et je te conseille de faire ça, etc. Ça va aller encore plus loin. Donc ça peut permettre, si c'est bien fait avec des bonnes sources, et ça, il y a une question d'éducation derrière, ça peut permettre aux patients de retrouver une place, et même pas qu'aux patients, à tous les gens du système, d'aller récupérer un peu d'expertise que parfois on a perdu parce que les gens qui ont le savoir, ils l'ont bien gardé, l'IA va partager le savoir avec tout le monde encore plus qu'Internet. Donc ça, c'est un outil de démocratie. Pour autant, parce qu'il y a une boîte noire à l'intérieur, on voit bien déjà aujourd'hui que rien que des études cliniques et des résultats d'études cliniques bien faites, on peut avoir une partie de la population ou des gens qui remettent en cause ces technologies-là. Ouais. Donc moi, je pense un des choses sur lesquelles il faut qu'on fasse attention, c'est que justement parce qu'il y a cette boîte noire, qu'on ne renforce pas parfois ces mouvances de défiance où demain on va nous apporter des réponses toutes faites. Si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas comment, et si on n'a pas confiance dans l'IA qui est derrière, et qu'on n'a pas expliqué qui est derrière l'IA, est-ce que c'est Microsoft et c'est quelqu'un qui a créé le truc, est-ce que c'est d'autres, voilà. Ouais. On peut potentiellement renforcer cette partie défiance en la santé, mais aussi défiance en la démocratie avec l'IA. Donc on n'a pas le choix, il faut vraiment s'acculturer à l'IA. Ouais. Tu en es où, Lamine, sur l'IA ? Je veux savoir s'il peut remplacer un ministre. Hein ? Est-ce qu'il peut remplacer un ministre ? Est-ce que vous considérez qu'un ministre est technique ou pas ? C'est une très bonne question, mais si vous posez les questions à ma place, je suis foutu, moi, là. Parce que moi, je vois l'IA en vous, alors... Non, mais il y a une deuxième question. Est-ce qu'il peut remplacer des conseillers d'un ministre ? Vous êtes psychiatre de formation ? Non, je suis médecin généraliste, mais ça... ouais. Bon, est-ce que l'IA va me remplacer l'année prochaine ? Non.
non, parce qu'il n'y aura pas ton sourire. Ah, on ne sait jamais, il y a des avatars. Merci beaucoup Yann Maël Le Douarin, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet.